Bienvenue à tous si vous nous rejoignez dans News Inter à la une de l'actualité. 3 titres. Au Bénin, la révision constitutionnelle, l'Assemblée nationale adopte une réforme instaurant un Sénat et allongeant les mandats présidentiels de 5 à 7 ans à quelques mois des élections. Afrique du Sud, des Palestiniens retenus, on parle de plus de 150, dont une femme enceinte, ont été bloqués 12 heures à l'aéroport de Johannesburg à cause de problèmes de documents, provoquant des vives critiques le week-end dernier. RDC, accord cadre pour la paix à Doha, Kinshasa et l'M23, soutenus par le Rwanda, signent une feuille de route ouvrant la voie à un futur accord de paix dans l'Est de la RDC. Encore une fois, bienvenue. Débutons par cette information. Au Bénin, le mandat présidentiel passe à 7 ans et ça, 6 mois avant les élections. L'Assemblée nationale a adopté samedi un texte qui prévoit la création d'un Sénat ainsi que le passage de 5 à 7 ans de mandat électif dans celui de président de la République. Le Bénin a procédé à une révision constitutionnelle à 6 mois de la présidentielle prévue en avril 2026. L'Assemblée nationale a adopté samedi un texte qui prévoit la création d'un Sénat ainsi que le passage de 5 à 7 ans des mandats électifs, dont celui du président de la République. Le texte a été adopté à 90 voix pour, 19 contre et aucune abstention, quelques heures après la confirmation par la Cour constitutionnelle de l'affiche de la présidentielle à venir. Pour ce scrutin, Romuald Wadani, ministre des Finances et dauphin officiel du président Patrice Talon, affrontera l'opposant Paul Mpé. Fin octobre, la commission électorale avait rejeté la candidature de Renaud Agbodjo, désigné par le principal parti d'opposition, les démocrates, dirigé par Thomas Boniyahi, faute de parrainage suffisant. Cette modification de la Constitution ne remet cependant pas en cause l'article qui prévoit que le président de la République ne peut faire plus de 2 mandats au cours de sa vie. Le texte voté par les députés doit désormais être présenté à la Cour constitutionnelle, qui statuera sur sa conformité légale avant d'être effectivement promulgué. Je l'ai dit à l'ossature, en Afrique du Sud, des Palestiniens retenus à l'aéroport de Johannesburg. Les autorités sud-africaines ont été vivement critiquées vendredi après avoir retenu plus de 150 Palestiniens, dont une femme enceinte de 9 mois, dans un avion pendant environ 12 heures en raison de problèmes liés à leurs documents de voyage. Les autorités sud-africaines ont été vivement critiquées vendredi après avoir retenu des Palestiniens, dont une femme enceinte de 9 mois dans un avion pendant 12 heures en raison de problèmes liés à leurs documents de voyage. Un pasteur a rencontré les passagers. Les gens ont le droit de demander l'asile ici en Afrique du Sud. Ils ont vu l'humanité en nous. En tant que Sud-Africains, nous nous sommes battus devant la Cour internationale de justice pour ces personnes et elles sont venues ici parce qu'elles croyaient en notre humanité. Et pourtant, nous les avons laissés toute la journée sur le tarmac. Des bébés, des petits-enfants, leurs cheveux collés à leur tête, la sueur coulant à flot. Je suis monté dans cet avion, c'était comme un sauna à l'intérieur. Les Palestiniens ont atterri jeudi à l'aéroport Ortambo de Johannesburg, sans document délivré par Israël, ni durée de séjour déclarée. Nous avons survécu à 2 années de guerre, pendant lesquelles nous avons été confrontés à la mort au quotidien. Nous avons été confrontés à la famine, à la disette et à toutes ces choses dont vous avez entendu parler. Nous avons peut-être eu la chance ou la malchance de survivre, mais telle est la situation. Nous avons donc quitté Gaza pour l'Afrique du Sud, notre première destination, car nous pensons que c'est une terre de paix, une terre de loi, une terre de justice, où nous pourrions trouver un endroit sûr pour nous et nos familles. Les 153 passagers, dont des familles, ont été autorisés à quitter l'avion dans la soirée après l'intervention du ministère sud-africain de l'Intérieur et l'offre d'hébergement d'une ONG locale appelée Gift for the Giver. Le colonel Michael Rodriarina a annoncé la tenue prochaine d'une vaste concertation nationale réunissant les forces vives du pays. À Madagascar, le colonel Michael Randrianirina a annoncé dimanche la tenue d'une vaste concertation nationale réunissant les forces vives du pays. Objectif, définir les grandes orientations de la refondation institutionnelle qu'il entend mener au cours des 2 prochaines années. Le président de la transition a également fait savoir qu'un référendum constitutionnel sera organisé avant l'élection présidentielle prévue dans 2 ans afin de redéfinir les bases juridiques et institutionnelles du pays avant le prochain cycle électoral.
Interrogé sur une éventuelle candidature à cette future présidentielle, le colonel Randrianirina est resté évasif, affirmant qu'il se remettrait au jugement du peuple. Enfin, il a insisté sur l'importance de la lutte contre la corruption et les détournements de fonds publics, des leviers majeurs de cette transition. Et puis à Gaza, le lancement d'une campagne de nettoyage au cœur de ruines des habitants. Bénévoles et agences des Nations Unies ont lancé samedi la campagne « Nous reconstruirons Gaza » pour nettoyer le rue de Gazaville, dévastée après plus de 2 ans de conflit. À Gaza, des groupes locaux et des agences des Nations Unies ont lancé la campagne « Nous reconstruirons Gaza » pour nettoyer les rues de Gaza City. Des pelleteuses et de nombreux volontaires étaient visibles dans plusieurs quartiers, balayant et évacuant les débris. Alessandro Marakic, du Programme des Nations Unies pour le développement, a souligné que cette action vise à restaurer la dignité des habitants, mais surtout à préparer l'hiver en facilitant le retour progressif des familles déplacées. Nous sommes dans la ville de Gaza aujourd'hui. Nous sommes ici avec les autorités locales, des membres de la société civile et de la Chambre de commerce. Nous sommes ici pour commencer le nettoyage et comme vous le voyez derrière moi, nous faisons participer les communautés, les habitants de la ville de Gaza, aussi bien ceux qui sont restés ici pendant la guerre que ceux qui reviennent du sud vivre dans leur ville. Nous procédons au nettoyage pour redonner de la dignité à ces gens et qu'ils puissent rester et reprendre leur vie chez eux. Dans le cadre du PNUD, nous assurons un programme quotidien de collecte des déchets solides et préparons également la période hivernale afin de garantir une gestion adéquate de l'eau et des eaux usées avant l'arrivée de l'hiver. Au Moyen-Orient, la quasi-totalité des précipitations survient à la fin de l'automne et au début de l'hiver, et la bande de Gaza, dévastée par plus de 2 ans de conflit, subit actuellement de fortes pluies. Des milliers de familles vivent encore dans des tentes exposées au froid et à l'humidité. Plus de 50 millions de tonnes de débris devront encore être évacuées dans le cadre d'un chantier de reconstruction évalué à 70 milliards de dollars. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé vendredi à une écrasante majorité de renouveler pour 1 an son mandat de sanctions contre le Yémen. La résolution qui a recueilli 13 voix pour et 2 abstentions de la Russie et de la Chine autorise des sanctions financières et des restrictions des déplacements à l'encontre de certaines personnes désignées au Yémen jusqu'au 14 novembre 2026. L'ONU a prolongé les sanctions contre le Yémen. Le Conseil de sécurité a adopté un projet qui renouvelle pour 1 an le régime de sanctions établi par la résolution 2140 contre les Houthis. Il s'agit entre autres de gel des avoirs, interdiction de voyage et embargo sur les armes. Le projet de résolution présenté par le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord a été adopté vendredi par 13 voix pour 0 contre les abstentions de la Chine et de la Russie. Nous nous félicitons du soutien des membres du Conseil qui ont veillé à ce que le régime de sanctions évolue pour refléter la complexité de l'ampleur croissante de la contrebande et du financement des Houthis. Selon le diplomate britannique, il s'agit de limiter la capacité de nuisance des Houthis aussi bien au Yémen qu'en mer Rouge. Mais la Chine parle de mesures arbitraires et la Russie d'approches hautement politisées. Les belligérants signent à Doha un accord cadre pour la paix. La République démocratique du Congo et les M23 soutenus par le Rwanda ont signé samedi au Qatar une feuille de route préalable à un accord de paix dans l'est de la RDC. La République démocratique du Congo et le M23 soutenu par le Rwanda ont signé samedi au Qatar une feuille de route préalable à un accord de paix dans l'est de la RDC. C'était lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté des responsables des 2 parties, ainsi que des médiateurs américains et qataris. Cet accord ne comporte aucune clause contraignante et ne modifiera pas la situation sur le terrain, a déclaré Benjamin Mbonempa, représentant la délégation du M23 à Doha, ajoutant que le texte contient 8 chapitres consacrés aux causes profondes du conflit, qui seront négociés avant d'aboutir à un accord de paix global. Il s'agit d'un document parmi une série de textes paraphés ces derniers mois dans le cadre des efforts soutenus par les États-Unis et le Qatar pour mettre fin au conflit qui sévit depuis des décennies au Congo et qui a souvent menacé de dégénérer en une guerre régionale totale. Les responsables américains et qataris ont décrit cet accord cadre comme une étape importante vers la paix.
L'Afrique du Sud aspire à une candidature pour les Jeux Olympiques de 2036 ou 2040. Le gouvernement sud-africain n'écarte pas cette hypothèse et aurait déjà pris la température auprès du Comité international olympique. L'Afrique du Sud pourrait devenir le premier pays du continent à abriter les Jeux Olympiques et Paralympiques. Le pays envisage de se porter candidat pour l'édition 2036 ou 2040 de l'événement. L'annonce a été faite par le gouvernement sud-africain. Le nom de la ville candidate n'a pas encore été dévoilé. Mais les autorités sud-africaines pourraient présenter le cap. La ville côtière était déjà candidate pour les JO de 2004 organisés par Athènes, terminant en 3e position derrière Rome. Les autorités sud-africaines disent avoir échangé avec le Comité international olympique sur le sujet. Ahmedabad en Inde, Doha au Qatar, Istanbul en Turquie et Santiago au Chili ont déjà confirmé leur intention de poser leur candidature pour les JO de 2036. L'Afrique du Sud a organisé la Coupe du monde de rugby en 1995, celle de cricket en 2003 et le mondial de football en 2010. Terminons par cette actualité. L'Iran mise sur l'ensemencement de nuages pour lutter contre la sécheresse. Face à une des pires sécheresses depuis plusieurs décennies, l'Iran a lancé des opérations d'ensemencement de nuages pour provoquer artificiellement des précipitations, ont rapporté bien sûr dimanche les médias d'État. L'Iran traverse l'une de ses pires sécheresses depuis plusieurs décennies. Pour y faire face, les autorités ont lancé dimanche des opérations d'ensemencement des nuages afin de provoquer des précipitations. Le premier vol a ciblé le bassin du lac d'Urmia dans le nord-ouest du pays. Ce lac, le plus grand d'Iran, a considérablement rétréci ces dernières années en raison du manque d'eau. D'autres opérations sont prévues dans les provinces d'Azerbaïdjan oriental et occidental. L'ensemencement des nuages consiste à pulvériser des particules, notamment d'iodure d'argent, dans les nuages pour déclencher la pluie. L'année dernière, l'Iran a annoncé avoir développé sa propre technologie dans ce domaine. Selon le service météorologique national, les précipitations sont cette année inférieures de 89% au taux moyen. La moitié des provinces n'a pas reçu de pluie depuis plusieurs mois et les réservoirs d'eau atteignent des niveaux historiquement bas. D'autres pays de la région, comme les Émirats arabes unis, utilisent également cette technique pour produire artificiellement des précipitations. Merci à toutes et à tous. On se fixe rendez-vous très prochainement.